de Trump, quelles conséquences économiques et géopolitiques pour les entreprises européennes? Voilà, notre invité pour répondre à cette question, c'est Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je rappelle pour ceux, ils sont rares, qui ne vous connaissent pas encore, que vous êtes économiste et essayiste, chroniqueur télévision et radio. Merci d'être sur Avec notre plaisir. plateau parce que il y a un beau programme et beaucoup de choses à dire, puisque chaque jour, une nouvelle pièce de théâtre avec Trump chasse une autre. Ce qu'on dit aujourd'hui, d'ailleurs, ne sera peut-être plus exact demain. Et ce qu'on imagine n'existera peut-être pas non plus après-demain. Alors, on va d'abord peut-être parler de la forme, avant de rentrer dans le fond, et le message de fond de ce personnage. Déjà sur sa façon de faire de la politique qui nous interpelle tous, en France comme à l'étranger. Est-ce que c'est finalement si rare chez ses homologues ? Oui, quand même. Oui, quand même, parce que, bon, déjà, Trump est une figure qui appartient, pardonnez-moi, à l'entertainment américain, je dirais. Hein. Il était surtout connu, peut-être moins pour sa carrière économique que pour sa carrière médiatique. Et il a tout du populiste américain, c'est-à-dire qu'il est extrêmement brutal. Il peut être extrêmement vulgaire, y compris d'ailleurs depuis qu'il est président. Il a redit des choses que la bienséance m'empêche de répéter. Il est véritablement sans filtre. Il a, alors ça nous on voit ça d'Europe et de France, très peu de références culturelles. Vous savez, en France, par exemple, il faut avoir écrit des livres pour faire de la politique. Avoir quelques lettres. Il est plutôt... Ouais, c'est ça, il est plutôt de bon ton d'avoir écrit une biographie, par exemple. Nicolas Sarkozy avait écrit une biographie sur Georges Mandel, par exemple, donc un personnage historique. Édouard Philippe a fait des livres aussi de ce type. Bon, donc là, on est vraiment dans un univers qui est quand même extrêmement différent, qui est très américain. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, là, on parle en effet de la forme. Je parlerai du fond dans quelques instants. Mais enfin, c'est quand même ce populisme, c'est-à-dire une façon de parler extrêmement brutale. Et puis, très honnêtement, sans faire de l'anti-Trumpisme primaire, parce que je ne suis pas là pour ça et ça n'aurait pas beaucoup de sens, ce qu'il faut, c'est comprendre. Mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Une distance quasi complète avec la vérité. En fait, je ne parlerai même pas d'une distance, mais j'irai plus loin. Non, j'irai même encore plus loin. Ah oui. C'est une négation de l'idée de vérité. C'est-à-dire, au fond, peu importe ce qu'on dit, à partir du moment où ça sert le propos, et ça rend la discussion avec lui assez compliquée, en fait. Et pour avoir une discussion avec lui, il faut vraiment parler, non pas du tout de façon conceptuelle, mais de façon extrêmement concrète. Je vous donne un petit exemple, mais qui m'a beaucoup frappé, parce que je connais bien le Canada, et il y a quelques jours, le nouveau Premier ministre canadien, qui s'appelle McCartney, était dans le bureau ovale avec le président Trump. Et évidemment, comme vous savez, la relation est extrêmement complexe, puisque le président Trump menace d'annexer le Canada et d'en faire le 51e État américain. C'est quelque chose qui revient très souvent et qui est même revenu durant cette conversation avec le Premier ministre canadien, alors qui lui est un technocrate, c'est un banquier central. Il a été président de la Banque centrale canadienne et britannique aussi pendant le Brexit, puisque ça fait partie du Commonwealth. Et en fait, il s'en est vraiment très bien sorti, et il a trouvé un modus operandi de discussion avec le président Trump qui était, au fond, vous voulez annexer le Canada, mais le Canada n'est pas à vendre. Nous sommes ici à la Maison-Blanche n'est pas à vendre, ne peut pas être à vendre, etc. Et il a réussi à faire acquiescer le président Trump, qui lui a dit « oui, c'est vrai ». Vous voyez ? Donc, en se mettant sur son terrain qui est, je caricature un peu, mais à peine, celui d'un promoteur immobilier, en fait, on arrive un peu à discuter. Mais enfin, vous voyez quand même que c'est quand même pas banal et c'est pas commun pour répondre à votre question. Il y a aussi cette façon de réagir à chaud, ce qui n'est pas le propre d'un homme d'État qui doit prendre du recul, de la hauteur. Alors ça, c'est notamment grâce aux réseaux sociaux. Alors grâce ou à cause d'eux d'ailleurs, parce que moi j'ai une vision extrêmement critique des réseaux sociaux, notamment de leur utilisation en politique. Enfin,
Je pense que c'est une catastrophe, en fait. Je pense que ça dessert la politique. Mais bon, mais en tout cas, lui utilise beaucoup les réseaux sociaux, son réseau, qui s'appelle Truth Social, mais qui est repris par son équipe maintenant sur X, ex-Twitter. Et en effet, alors avec énormément de réactions à chaud, énormément de réactions ad hominem, y compris contre des juges, tel juge est nul, il faut le foutre à la porte. Il s'en prend beaucoup au gouverneur de la Banque centrale américaine. Il y a beaucoup de directeurs financiers qui nous regardent, qui s'appelle Jérôme Powell. C'est un vieux monsieur extrêmement digne, enfin un banquier central, quoi. Et donc, il a un langage, il avait même menacé d'ailleurs de le faire partir, alors il est revenu là-dessus parce que ça a eu des conséquences délétères sur les marchés financiers, mais de mémoire, sa dernière communication sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose... Alors, il l'appelle Too Late Jérôme, donc Jérôme toujours en retard, et sa dernière communication, c'était... je l'aime bien sur le plan personnel, mais il est nul, il comprend rien, ça va pas du tout. Enfin, c'était vraiment, il est nul, quoi. Ouais. Donc on est quand même dans un langage qui est celui du populisme, mais vous avez tout à fait raison, médié par les réseaux sociaux et plusieurs fois par jour, avec des communications qui sont assez longues. Et puis, pour terminer sur cette idée de forme qui est importante et qui est très particulière chez Trump, cette façon d'annoncer ce qu'il va faire et le faire, est-ce que ça va révolutionner l'art de faire de la politique dans le monde entier, et plus particulièrement en France, demain ? Ce que vous dites est très important, parce que j'entends souvent dire, Trump, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a même ce débat d'ailleurs aux États-Unis, quand vous regardez un peu le débat public aux États-Unis, au fond, est-ce qu'il a menti à ses électeurs ? Et en fait, pas du tout. Et là, pour le coup... les figures qui sont des figures autocratiques, qu'il s'agisse de Trump, puisque pour moi il est une figure autocratique, du président Poutine, ou même dans une certaine mesure, c'est un peu plus compliqué, mais du président chinois Xi Jinping, ces figures ont tout un point commun, elles disent très à l'avance ce qu'elles vont faire, en réalité. Et donc, il suffit de les écouter. Mais prenons l'exemple du protectionnisme, qui est sans doute le sujet qui va nous occuper dans notre conversation tout à l'heure. Je pense que le président Trump est très protectionniste et que quand même tout ceci va se terminer par des droits de douane relativement élevés. Mais il avait bien dit pendant sa campagne que tariff, donc droit de douane en anglais, est le mot le plus beau de tout le vocabulaire anglais. Ah donc on peut pas dire qu'ils nous prennent par surprise. Il l'avait dit, il avait annoncé cette politique. Et donc, je suis surpris qu'elle nous surprenne. Et je trouve que dans un débat médiatique que je connais bien, mais enfin, qui est quand même un peu superficiel, et je suis gentil, un peu entrée de gamme, en fait, on fait des commentaires, on feint toujours la surprise. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il fait derrière ? Mais déjà, il faudrait commencer par écouter les gens. Or, il se trouve que le président Trump... avait dit qu'il était protectionniste. Le président Xi Jinping, depuis longtemps, explique qu'il est maoïste. Et le président Poutine explique que ce qui est arrivé de pire à la Russie, c'est l'écroulement de l'Empire soviétique. Bon, ce sont déjà des informations qui me semblent extrêmement intéressantes et qui mériteraient qu'on y réfléchisse 2 secondes, voire un quart d'heure, voire quelques jours, parce que ça a des implications colossales. Mais ce ne sont pas des gens qui nous prennent par surprise, donc, ou qui trahissent leur électorat. D'un côté, c'est autocrate, mais d'un autre côté, c'est aussi ce qu'attend le peuple. C'est parfaitement compatible. Alors, est-ce que... Là, vous allez un pas plus avant dans la réflexion, parce que Trump, sur le protectionnisme, avait en effet prévenu, nous on aurait dû prévoir. Les gens savaient parfaitement pourquoi ils votaient, pour qui ils votaient. Donc pour moi, il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune tromperie sur la marchandise, pour le dire vulgairement. Est-ce que les gens en avaient bien saisi toutes les implications, notamment les Américains ? Non, j'en suis pas sûr. Est-ce qu'ils avaient saisi les implications, par exemple, sous l'effet que ça allait avoir sur l'inflation ? Et là, pour le coup, que Trump avait caché, ou pas voulu voir, ou peut-être pas compris lui-même. Mais ça, non. Juste un tout petit mot quand même sur Trump, parce que c'est aussi important de dire ça, parce que j'entends dire partout, la victoire de Trump est massive, il a gagné largement. Non, il a gagné très nettement, il ne fait absolument aucun doute qu'il a gagné, ça c'est clair. Mais si on regarde le vote populaire, c'est-à-dire en nombre de voix, pas en nombre d'États remportés et de grands électeurs, mais en nombre de voix, non, il a quelques millions de voix de plus que le président Biden, mais ce n'est pas du tout une victoire massive. Mais c'est une victoire nette et légitime. Bien sûr. Mais il n'a pas remporté 60% des voix des Américains. Ça, c'est complètement faux de dire ça.
Alors entrons sur le fond justement du discours. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Est-ce qu'on arrive à savoir maintenant qu'on a un peu de recul ce qu'il a derrière la tête, ou est-ce qu'il est finalement totalement imprévisible, déjanté, que finalement on ne saura jamais ce qu'il veut, ce qu'il fera, ce qu'il ne fera pas? Moi, je pense qu'on sait parfaitement ce qu'il veut, là encore parce que c'est annoncé et parce que ça a été un peu théorisé, notamment par son principal conseiller économique qui s'appelle Stefan Muren, qui dirige le conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, qui est une institution qui existe depuis longtemps. Tous les présidents font appel à ce conseil et nomment qui ils veulent à leur tête. Et en fait, on voit tout à fait le projet. Le projet, c'est de réindustrialiser les États-Unis, mais avec des industries qui sont des industries un peu d'avant. L'automobile, l'acier, le charbon même, vous voyez? Donc, un peu les industries des années 70-80, ce qui est assez logique d'ailleurs politiquement, puisque ce sont ces territoires-là, les territoires désindustrialisés depuis les années 80, 90, 2000, notamment ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire au fond le nord de l'État de New York, enfin nord-ouest, on va dire, où il y avait énormément d'industries automobiles, par exemple. Donc il s'agit de réindustrialiser ces territoires avec ces industries. Et le moyen qui est utilisé, pour l'essentiel, ce sont les droits de douane. Donc l'idée, c'est de dire, on va mettre des impôts très élevés sur les biens importés, et ça va inciter les grandes entreprises à relocaliser. Je ne suis pas sûr que ça marche, je pense même que ça ne marche pas, mais votre question porte sur, est-ce qu'on sait ce qu'il veut faire? Donc oui, on sait ce qu'il veut faire. On sait qu'il y a des développements monétaires et financiers. Par exemple, Stephen Muren explique que si on met en place une politique protectionniste, il ne faut pas que ce soit compensé par une appréciation du dollar. Donc, il faut faire aussi en sorte que le dollar baisse. Alors, là, il remonte ces jours-ci, mais il a quand même en tendance plutôt baisser. Ça tombe bien, en tout cas, dans le logiciel trumpiste depuis l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche. Et, ça c'est très important, c'est une administration qui n'exclut pas des contrôles de capitaux pour éviter qu'il y ait trop de capitaux qui rentrent ou qui sortent selon l'objectif. Donc c'est quand même très interventionniste. C'est pas du tout libéral, bien évidemment. C'est extrêmement interventionniste, avec vraiment une idée fixe, mais qu'on retrouve dans tous les discours de Trump ou dans ses communications, c'est faire revenir ou mettre en tout cas des usines aux États-Unis. Il est convaincu que ça va marcher ou finalement peut-être qu'au fond il doute? Alors ne l'ayant jamais rencontré, mais c'est difficile pour moi de répondre. Mais non, je pense qu'il est parfaitement convaincu de ça. Jusqu'au bout. Et alors si je voulais intellectualiser un peu, et c'est pour ça que je suis très, très critique, ce sont de très vieilles théories économiques qui existaient il y a très très longtemps, avant même l'analyse économique. C'est ce qu'on appelle le mercantilisme qui a disparu progressivement en France à partir du XVIIIe siècle et de ce qu'on appelle, pour ceux qui sont férus d'analyse, d'histoire de la pensée économique, par les physiocrates, notamment français. Mais c'est vrai que si vous prenez un très grand roi de France comme Henri IV, il pensait comme ça. Il pensait qu'il fallait des tarifs, des droits de douane et qu'il fallait industrialiser à marche forcée. Et c'était même un peu l'idée de Colbert sous une forme, donc sous Louis XIV, un peu plus sophistiquée. Donc on est là-dedans. Mais enfin, c'est quand même la pensée économique d'avant la pensée économique. Est-ce qu'on peut faire une petite analyse déjà, depuis qu'il est au pouvoir, en manette, est-ce qu'il a fait ce qu'il avait annoncé ? Est-ce qu'il a mis en place des solutions qui ont depuis porté leurs fruits, et puis ça va nous permettre peut-être de voir que finalement c'est un fin négociateur? Oui, alors en fait, le paradoxe de la situation politique et économique aux États-Unis, c'est que la réindustrialisation était en marche à un rythme extrêmement rapide grâce à la politique de l'administration Biden, et notamment grâce à une mesure qui avait été très commentée en France à juste titre, un dispositif qui s'appelait l'IRA, qui s'appelle toujours Inflation Reduction Act. Alors, oubliez le nom, et notamment la partie inflation, parce que ça, en fait, c'est un système de crédit d'impôt, grosso modo, de baisse d'impôts pour les entreprises, pour les inciter à réindustrialiser, à mettre en place des usines aux États-Unis, mais des usines décarbonées. Voilà. Donc, c'est une bonne idée, c'est une bonne politique qui coûtait cher au gouvernement fédéral, mais c'est une très bonne politique. Et en fait, quand on regarde un indicateur que moi je suis,
qui est les mises en chantier d'usines aux États-Unis sous Biden. Ça a augmenté à la verticale. On n'avait jamais vu ça dans un pays développé. Donc la réindustrialisation massive était déjà en marche depuis plusieurs années. Et on va voir, mais les premiers indices qu'on a de la politique de Trump, c'est qu'elle vient plutôt casser cette dynamique en réalité, parce que, alors il y a des effets d'annonce, il y a beaucoup d'entreprises françaises notamment, et elles ont bien raison, qui défendent leurs intérêts, CMA, CGM, LVMH, et qui disent au président Trump, mais nous on investit beaucoup aux États-Unis, mais il s'agit un peu de le calmer en quelque sorte, à mon avis. Mais en fait, vous avez quand même beaucoup, moi je vois bien, beaucoup de grandes entreprises, d'industriels qui disent, bon, on y va un peu à reculons, parce que ces gens-là sont bizarres, et en plus, cette politique des droits de douane de Trump, rien ne dit qu'elle sera prolongée dans le temps. Il y a des élections mid-term dans 1 an et demi, dans 2 ans, enfin 2 ans et demi, il y a des élections présidentielles, et vous savez, la politique, c'est souvent un espèce de balancier. C'est-à-dire que vous allez loin, le président Trump va loin dans une direction, le prochain ira sans doute loin dans l'autre direction. Bien sûr, vous voyez bien sûr. Et les entreprises, quand vous mettez en place une usine, vous êtes dans l'aéronautique. Vous avez une chaîne de valeur qui est complètement mondiale, en réalité. Vous faites telle chose en Asie, telle chose aux États-Unis, telle chose en Europe, telle chose en Amérique latine, etc. Avant de mettre tout ce que vous faisiez en Chine ou au Mexique aux États-Unis, vous y regardez quand même à 2 fois. Et ce n'est pas la politique du président Trump qui va vous inciter. C'est quand même pas si facile de déplacer des usines. Vous voyez ? Donc je pense qu'en fait, cette politique, je l'ai dit et répété, je le redis ici, je pense qu'en réalité, elle est mauvaise. Elle est mauvaise pour les États-Unis. Alors, et elle est mauvaise pour nous. Enfin, c'est comme ça. Je vais revenir dessus, mais je voulais savoir justement sur ces talents de négociateur. Est-ce que finalement, il n'applique pas sa stratégie de négociateur de ses activités précédentes, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, etc., de peut-être très bon négociateur qu'il est, c'est-à-dire de balancer 100% de droits de douane à la Chine pour après un peu de négo et finir avec 30, alors qu'on était parti il y a quelque temps de 10. Alors, si son objectif c'était d'arriver à 30, oui. Alors, en fait, vous faites allusion à un livre qu'il a sorti, je crois, à la fin des années 80, qui s'appelait The Art of Deal, et dans lequel il expliquait quelque chose d'assez simple, en fait, qu'il applique aujourd'hui. Il disait, dans une négociation, il faut commencer par mettre KO l'adversaire en posant sur la table des exigences qui sont absolument pas, qui peuvent pas trouver l'assentiment de l'autre partie, et donc ça le déstabilise et vous en profitez pour essayer d'obtenir ce que vous voulez. Ce qu'on ne peut faire que quand l'autre n'a pas le choix non plus. Hein. Voilà. Alors, mais enfin, je serais quand même un peu, comment dire, je nuancerais un peu cette vision d'un génie de la négociation. D'une part, parce que je pense que cette politique, elle est mauvaise de toute façon sur le fond et qu'elle est mauvaise pour les États-Unis. Je voudrais quand même dire que les États-Unis sont déjà en récession. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Hein. Ce sont les chiffres du premier trimestre. Baisse de l'activité économique au premier trimestre aux États-Unis. Ça n'est pas le cas en France, par exemple, et ça n'est pas le cas en Europe en moyenne. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, on va peut-être parler de la guerre commerciale avec la Chine, mais les Chinois ont aussi de très solides arguments à faire valoir. Et comme vous le dites, ça marche si la partie d'en face n'a pas le choix. Et il se trouve que les Chinois ont le choix, en réalité. Et surtout, eux, ils ont quelque chose que les Américains n'ont pas et que nous, les Européens, on n'a pas, c'est qu'ils ont le temps, en fait. C'est que les Chinois déploient une stratégie qui est une stratégie de puissance économique, d'influence, qui est une stratégie de long terme. Vous voyez ? Et d'ailleurs, les Chinois le disent souvent quand on les rencontre. Ils nous disent « Vous avez la démocratie, nous, on a le temps. » Ce qui n'est pas idiot. Moi, je suis passionnément démocrate et je pense que la démocratie, pour paraphraser Churchill, est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc, je reste profondément démocrate. Mais c'est vrai que les Chinois, eux, ont le temps. Mais Trump, lui, n'a pas le temps. Les élections mid-term, c'est dans 1 an et demi. C'est ça. C'est très court. Ouais. C'est avant l'élection présidentielle française, pour vous donner un ordre de temps. Vous voyez, donc, voilà, je nuance un tout petit peu. On va parler effectivement d'ici quelques instants de ce rapport à l'autre partie du monde, et entre autres l'Europe et la France, mais on parlera de la Chine bien évidemment. Juste avant, vous l'aviez évoqué très rapidement il y a quelques instants, c'est en termes de spécialistes dont vous faites partie de l'économie, est-ce qu'il y a un consensus pour déplorer sa politique
vis-à-vis déjà de son propre pays, des États-Unis? Ah oui, très honnêtement, oui, c'est très frappant. Moi, je ne suis pas un économiste académique, mais quand vous regardez la littérature scientifique et académique dans le domaine économique, il n'y a pas beaucoup de consensus, mais il y en a un. C'est l'idée que le protectionnisme est mauvais pour celui qui le pratique. Ce qui ne veut pas dire que des toutes petites doses de protectionnisme, dans des cas très particuliers, des secteurs très innovants, des secteurs qui doivent être protégés de la compétition internationale pour des raisons qui ne sont pas forcément des raisons économiques d'ailleurs, mais qui peuvent être des raisons liées à l'indépendance nationale, à la géopolitique, etc. Bon. Donc tout ça peut se discuter. Mais là quand même, pour vous donner un ordre de grandeur du point de vue américain, avant l'arrivée du président Trump, les droits de douane que pratiquaient les États-Unis sur les importations, donc nos exportations à nous, mais les importations en règle générale, c'était à peu près 3% des importations. Aujourd'hui, après la fameuse pause, donc il y a eu le Liberation Day, où le président Trump, vous en souvenez, dans son tableau, dans le jardin de la Maison-Blanche, a annoncé des droits de douane complètement dingues sur tout le monde. Bon. Ensuite, il y a eu la pause de 90 jours, ouais. Et en prenant en compte ce qui a été annoncé ces dernières heures, c'est-à-dire la désescalade dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On est à 13% de droits de douane. C'est-à-dire qu'on est passé de 3% à 13%. Donc, du point de vue américain, après la pause de 90 jours, mais c'est une pause, donc il y aura quelque chose au bout. Et après cette désescalade, mais peut-être qu'elle est temporaire, on n'en sait rien, on est à 13%. Donc, un choc protectionniste majeur pour l'économie américaine. Ça, je pense que de tous les économistes américains que j'écoute beaucoup, il n'y en a pas un pour défendre, pour dire que cette politique sera bonne. Pour une raison qui est une raison, je prends juste 30 secondes si vous m'y autorisez, mais qui sera très concrète pour celles et ceux qui nous regardent et qui ont des responsabilités dans les entreprises. C'est que la chaîne de valeur des grandes entreprises américaines, elle est mondialisée. Je vais prendre la plus grande, Apple. Apple, en fait, 95% de la production d'Apple se fait en dehors des États-Unis. Ouais. 95%. Et c'est intéressant, Apple, parce que c'est l'une des entreprises qui a le plus bénéficié de la politique américaine d'après-guerre, basée sur le libre-échange, basée sur le multilatéralisme, basée sur la recherche scientifique. Vous voyez ? Et donc, c'est un peu tout ça, en fait, que l'administration Trump est en train de défaire. Et donc, c'est l'une des entreprises qui sera le plus impactée négativement par cette politique. Donc c'est ça le grand paradoxe de la politique qui est menée, c'est que c'est une politique qui est mauvaise pour les géants américains, et notamment les géants de la tech, et c'est une politique qui est bonne, en revanche, c'est vrai, éventuellement pour la grosse PME américaine de l'acier ou du charbon. D'accord. Voilà, vous voyez ? Donc les gros secteurs vont être pénalisés. Donc ouais, et surtout les secteurs à forte valeur ajoutée. Donc je dirais plutôt que c'est une descente en gamme de l'économie américaine. Ça, c'est quelque chose que les Chinois ont parfaitement compris, par exemple. Hein. Ils se disent, et que j'espère en Europe, j'essaie très modestement de contribuer à ça, mais je voudrais qu'on comprenne ça en Europe. Parce qu'on a des coups à jouer absolument magnifiques si on est un peu opportuniste. Justement. Et il faut l'être. Faisons le pont de l'Atlantique. Sa stratégie vis-à-vis de l'Europe, et plus particulièrement de la France, à ce jour, quelle est-elle ? Qu'est-ce qu'on peut définir ? Est-ce qu'il a évolué depuis son élection ? Non, il déteste l'Europe, il n'aime pas l'Europe, il le dit. Non, mais il le dit. Là aussi, il faut écouter, hein, c'est très clair. Lors du Liberation Day, il a qualifié l'Europe de pathétique. J.D. Vance, le vice-président... Qu'est-ce qu'il nous reproche ? C'est une très bonne question. C'est pas très cohérent, c'est-à-dire que... Son histoire. En fait, il dit que l'Europe, je reprends ces termes, a été construite pour emmerder les États-Unis. C'est drôle d'ailleurs, parce que les Trumpistes français, enfin l'extrême droite française, dit au contraire que l'Europe a été construite en fait sous influence et pour servir les intérêts américains. Donc on voit bien qu'il y a un gros désaccord entre les Trumpistes américains et les Trumpistes européens, puisqu'ils disent très exactement l'inverse. Mais tout ceci est excessif et ne reflète pas la réalité. Mais en tout cas, voilà, il reproche de tricher. Et en fait, je vais vous raconter une anecdote que m'a raconté Jean-Yves Le Drian, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères et des armées français. Et je peux le répéter parce que il le répétera en public, mais il me disait que donc il a été ministre des armées, lors du premier mandat de Trump.
il raconte une réunion à New York, à l'ONU peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas à New York. Et puis, c'était très long, comme toujours, les réunions multilatérales, et le président Trump s'ennuie, visiblement, n'est pas intéressé par le contenu de la réunion, regarde par la fenêtre et commence à injurier l'Europe parce qu'il voyait passer des BMW, des Audi, des voitures allemandes notamment, et en disant que qu'est-ce que c'est que ces voitures allemandes qui traversent les rues de New York alors qu'on ne voit pas de voitures américaines dans les rues de Paris ou même sur les départements. Ce qui est vrai d'ailleurs, mais en même temps, un pick-up dans les rues de Bordeaux, de Paris ou de Toulouse, même sur une départementale, très honnêtement, nos magnifiques routes départementales, c'est pas fait pour ça. Bon, donc ça c'est vrai. Donc non, il a vraiment une obsession contre l'Union européenne, qui d'ailleurs correspond très bien, ça c'est l'un des très grands dangers du moment, qui correspond très bien aux intérêts russes par exemple, puisque l'intérêt de la Russie, et toute son action d'ailleurs diplomatique, c'est une action de déstabilisation de l'Union européenne. Dernière en date, j'en profite puisque vous me faites l'amitié de m'inviter, c'est pas directement dans dans notre thème, mais quand même pour vous montrer à quel point. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, donc Trump, Merz, Tusk et Starmer sont partis à Kiev en train, puisqu'il n'y a pas de liaison aérienne, ce week-end. Et on voit le président Macron, qui avait posé un mouchoir sur la table, et on le voit, quand la caméra arrive, précipitamment enlever le mouchoir et le mettre dans sa poche. Et en fait, sur les réseaux sociaux, l'Élysée a été obligé de corriger, on voit beaucoup que le président Macron aurait caché un sachet de cocaïne. Bon, oui, ce qui est évidemment complètement absurde, surtout quand on connaît un peu le président, tout ça n'a aucun sens, qui partagerait avec le chancelier allemand. Bien sûr, bon, voilà. Rostov. Voilà, et en fait, non, la réalité, c'est que le président Macron, qui a pris ses aises, il vit depuis 8 ans dans un palais, il a fait quelque chose, en effet, qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il a posé son mouchoir sur la table. D'accord. Ce qui est vraiment ce qu'on ne fait pas. Il s'en est rendu compte, etc. Donc c'est pas génial, mais ça ne va pas plus loin que ça. Mais sur les réseaux sociaux, c'est orchestré et amplifié par qui ? Et ça vient d'où, ça ? Ça vient de la Russie. Donc c'est un moyen, en réalité, d'affecter l'Union européenne. Vous voyez, donc il faut faire quand même très, très attention à ça. Et donc de ce point de vue-là, les intérêts russes et le narratif américain sont cohérents. Et alors, la stratégie, justement, vis-à-vis de l'Europe et de la France, c'est quoi ? Mis à part de les détester, c'est quoi ? Non, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Non, mais moi, je pense qu'il vise que tout ça se terminera, je peux me tromper, bien sûr, mais je pense que tout ça se terminera par des droits de douane assez élevés. Ce qu'il vise, c'est très concrètement moins de céréales françaises aux États-Unis, moins de voitures allemandes aux États-Unis, moins de, je ne sais pas quoi, de vin. Oui, français ou portugais ou tout ce que vous voulez, moins de produits espagnols aux États-Unis. Donc voilà ce qu'ils visent. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous dis, et ça c'est très important, évidemment, il y a eu le Liberation Day avec des hausses de droits de douane énormes. Ensuite, il y a eu la pause de 90 jours. Là, il y a la désescalade vis-à-vis de la Chine. Mais je pense que le président Trump est protectionniste et que tout ça se terminera. Je peux me tromper, mais je fais quand même un pari. Je pense que tout ça se terminera par des droits de douane assez conséquents. Et ça, c'est important pour celles et ceux qui nous regardent. Parce que ça. Justement, c'est intéressant, c'est de savoir comment ceux qui nous regardent, comment les entreprises qui nous regardent, donc la France, l'UE, mais doivent réagir. Comment ont-elles déjà réagi ? Bien sûr. Comment s'adapter avec quelqu'un qui est assez cyclotimique ? Moi, je pense que très concrètement, ça se terminera pour les entreprises qui exportent, mais j'en vois beaucoup ici. Nos partenaires. Voilà, vos partenaires, j'en vois beaucoup qui exportent, exactement, et qui vont devoir faire face à des tarifs relativement élevés. Mais regardez, même la pause de 90 jours qui a été décidée, c'est une pause qui se fait avec des droits de douane pour l'Europe, pour la France, de 10%. On était à 3-4% avant. Donc c'est plus qu'un doublement. Vous voyez ? Et donc, comment réagir ? Réagir en se disant qu'il faut tenir, que c'est un coût à absorber, que ce n'est pas la fin de l'histoire, qu'il y a peut-être une politique dans 3 ans qui reviendra sur ce qui a été fait, mais qu'il faut en revanche sans doute se dire, aujourd'hui, les marchés
qui sont des marchés plus fiables pour nous, c'est très clairement les marchés de l'Union européenne, ça peut être l'Inde. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il faut regarder vers d'autres marchés? J'en suis absolument convaincu. Il faut regarder vers l'Inde, par exemple, qu'on a un peu délaissé. Mais même, allez, soyons un peu audacieux. Pourquoi pas vers la Chine même? Vous voyez? Donc je pense que très clairement, notre avenir à très court terme en matière de marché à l'export, c'est très simple. C'est le Royaume-Uni qui demande à faire des choses avec nous. Ils se sont rendus compte par la force des choses que finalement, bah oui, Ils regrettent un peu. Ils regrettent un petit peu. Pour eux, mais que leur avenir, c'est l'Union européenne. Ouais. Bon, le Canada, Bien sûr. je connais bien le Canada. Le Canada demande à faire des choses avec nous. C'est très nouveau. On n'existait pas beaucoup en réalité. Ah. C'était loin. Et puis moi, ils me le disent. L'Union européenne, c'est très bureaucratique, c'est très compliqué. Oui, alors ça c'est vrai, hein. Ouais. Et on en souffre, ça ils ont raison, hein. C'est sûr. un énorme problème. Hein. C'est très bureaucratique, c'est lent, c'est très réglementé, beaucoup trop. Mais enfin c'est fiable. Bon, vous voyez? Donc le Canada, le Royaume-Uni, l'Union européenne, l'Inde, si on est un peu plus audacieux, le Maghreb, L'Afrique. pourquoi pas? Ouais. Alors, le Maghreb, Ouais. je dirais. D'accord. Parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui en Afrique subsaharienne, des problèmes économiques qui sont quand même majeurs. C'est quand même un peu une déception, tous ces pays. La Chine, si on veut essayer de voir un peu plus loin. Donc vous voyez, je pense que oui, il faut en profiter, en quelque sorte, pour aller prospecter ces marchés-là, en se disant que les États-Unis, l'histoire n'est pas terminée. Mais enfin, là, quand même, pour les années qui viennent, c'est extrêmement compliqué, et je suis pessimiste, fondamentalement, sur nos relations Union européenne économique, commerciale, Union européenne, États-Unis pour ces 3 prochaines années. Donc ça va avoir un réel impact sur nos entreprises privées et nos services publics également? Oui, bien sûr, mais ça on a déjà en réalité. Prenez l'exemple, allez, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous êtes une entreprise industrielle, vous êtes un équipementier aéronautique. Donc vos clients, à la fin de la journée, même si ce n'est pas vos clients directs, mais c'est Airbus et Boeing. Fatalement, vous allez faire les frais de cette guerre commerciale. Donc le président Trump vous dit « Ah, mais en fait, il faut mettre vos usines, il faut les sortir du Mexique, si vous en avez au Mexique, et il faut les mettre aux États-Unis. » Oui, d'accord, mais enfin, le différentiel de main-d'œuvre entre le Mexique et les États-Unis, il doit être encore de 1 à 5, quelque chose comme ça. Donc il est absolument colossal. Donc même s'il y a des droits de douane de 20 à 30%, même là, en fait, ce n'est pas une bonne affaire de mettre son usine aux États-Unis. D'autant plus que les États-Unis sont en plein emploi. Ça veut dire qu'il y a des problématiques de recrutement très importantes. Donc, mon conseil pour une entreprise comme ça, c'est malheureusement de se dire je gère au mieux, mais je vais devoir prendre une baisse de marge parce que j'ai ces droits de douane à absorber. En même temps, je suis sur un marché qui est extrêmement porteur, donc je sais très bien que l'avenir n'est pas du tout bouché, parce que l'aéronautique continue de se développer dans le civil, dans le militaire, parce qu'on va décarboner les avions, ça va être fantastique, c'est 20 ou 30%. Non, mais en plus, je crois très, très sincèrement à tout ça. Donc c'est un secteur passionnant et fantastique. Vous parliez d'emploi il y a quelques instants. Quel impact ça va avoir sur nos emplois? Nous, en France, on n'est pas trop liés en fait à l'économie américaine. On l'est un peu, mais pas moins que les Allemands. Ça va moins que les Allemands, impacter. ça impacte forcément négativement. C'est sûr que quand vous êtes dans l'agroalimentaire et que vous exportez aux États-Unis, vous êtes dans l'automobile, mais surtout dans l'agroalimentaire ou dans la pharmacie, et que vous exportez et que vous prenez des hausses de droits de douane, forcément vous perdez en compétitivité, forcément vous exportez sans doute moins, et forcément ça a un impact sur votre habitat, sur l'emploi, sur tout ce que vous voulez. Donc malheureusement, c'est forcément négatif. C'est la raison pour laquelle j'essaie, sans grand succès, d'expliquer à nos gouvernants qu'il faut un budget 2026, là je reviens à des choses très nationales, mais l'impact sur le budget 2026. Qui soit un budget qui renforce les entreprises. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a fait en 2025. Comment ? Idéalement, il faudrait arriver à se dire on va réduire les déficits par des baisses de dépenses publiques qui sont très importantes, sociales, baisse des dépenses de l'État. Il y a des marges de manœuvre extraordinaires. On a les dépenses publiques et les dépenses sociales les plus élevées au monde. Donc c'est pas vrai de dire qu'on ne peut rien faire. C'est absolument faux. Donc on va baisser ça très fortement, ce qui va nous permettre de financer la baisse des déficits et aussi de reprendre des baisses d'impôts sur les entreprises qui ont été interrompues, comme la baisse sur les impôts de production. Et pour renforcer notre économie, ça c'est pas du domaine budgétaire, mais on va être très ambitieux en matière de simplification normative
Ça, c'est important. C'est fondamental en France et en Europe. Mais la vérité, c'est qu'on ne l'est pas. Vous avez une loi simplification aujourd'hui au Parlement, qui est une loi simplification qui avait été lancée par Bruno Le Maire quand il était ministre de l'économie, qui avait été reprise sous le gouvernement Barnier par un ministre formidable qui s'appelle Guillaume Kasbarian, qui s'est fait virer. Et aujourd'hui, la loi, elle est au Parlement et je vois malheureusement, c'est pour ça que moi d'ailleurs, j'ai toujours milité pour que ce ne soit pas les parlementaires qui s'occupent de ça, puisque le réflexe des parlementaires, les parlementaires, ils produisent de la norme. Donc, leur réflexe, c'est de dire « Ah, ben, la loi simplification que nous file le gouvernement, elle va trop loin, et donc, il faut remettre ça, il faut remettre ça, il faut remettre ça. » Et donc, je vois ça avec pas mal d'anxiété. Bon, on va voir. Donc ça, c'est l'étage français, mais vous qui nous regardez, faites du lobbying auprès des parlementaires pour faire valoir vos intérêts, puisque c'est bon pour le pays, et pour leur dire il faut simplifier, il faut simplifier, il faut simplifier, d'accord ? Et puis, vous avez l'étage européen, où là aussi, il y a des initiatives en matière de simplification, qui sont d'ailleurs dirigées par quelqu'un de très bien, qui est un Français, qui s'appelle Stéphane Séjourné. Voilà, mais là aussi, il faut que les entreprises fassent leur job et fassent des propositions pour qu'on aille le plus loin possible. Parce que c'est ça qui pourra nous aider, en fait, en matière de compétitivité, comme quand même nos marges de manœuvre pour baisser les impôts sont réduites, en France, pas dans les autres pays, mais... Baisser les charges sur les entreprises, ça paraît compliqué ? Bah oui, parce qu'on a de tels niveaux de déficit en France que de toute façon, baisser les charges et baisser les impôts, ça ne peut être malheureusement que très marginal. Parce qu'on a pourtant, un déficit... c'est ce qui aussi handicape mais bien sûr, mais bien sûr. Mais on a un déficit public en France qui représente entre 5 et 6% du PIB. C'est gigantesque. Et ça nous fait courir un risque de crise financière. Donc c'est un sujet qui est sérieux, si vous voulez. Donc on est obligé de réduire ça. Et donc réduire les charges, réduire les impôts, malheureusement, ça ne peut se faire qu'à la marge. C'est la raison pour laquelle il faut jouer sur le volet simplification, qui là coûte rien aux finances publiques. Là, c'est juste un travail... d'écrémage. Oui, exactement. Ouais. Avant de passer aux questions de nos amis membres, pour terminer, est-ce que Trump, après lui, le chaos ou le brio ? En fait, c'est un peu entre nos mains, notamment en Europe. Moi, je persiste à penser que c'est une chance historique pour l'Europe. Trump, Poutine, en fait, ça nous pousse à passer de l'enfance à l'âge adulte, c'est-à-dire ça nous pousse à l'autonomie. L'autonomie économique, l'autonomie financière, l'autonomie en matière d'innovation, l'autonomie diplomatique et militaire aussi. Nous achetions ces dernières années entre 70 et 80% de notre matériel militaire aux États-Unis. Or, en Europe, France, Allemagne, je mets le Royaume-Uni dedans, l'Italie, avec une entreprise comme Leonardo, nous avons tout ce qu'il faut. Mais tout ce qu'il faut potentiellement. Nous avons une base de production industrielle qui couvre absolument tous nos besoins. On n'a pas assez d'usines, on n'a pas assez de capacité de production. Et donc, il faut qu'on construise des usines. En Europe, il faut que nos gouvernements passent commande à des entreprises européennes, très clairement. Mais ça aussi, il faut le faire plus vite, plus fort, et il faut que ça aille plus vite par la simplification. Là encore, je vais être extrêmement concret, mais ce sont des sujets que je suis de près. On a une loi de programmation militaire en France qui augmente les moyens du ministère des Armées, très bien, pour passer des commandes, formidable. Mais les industriels me parlent et me disent, les contrats, souvent, on ne les a pas encore. Parce que c'est compliqué. Parce qu'en fait, on a des process normatifs de temps de paix. Alors, on n'est pas en guerre, mais on n'est pas en paix. On est dans un entre-deux, en fait. Vous voyez, où il faut que les choses aillent beaucoup plus vite, y compris d'ailleurs pour construire des usines, où il faut que ça aille beaucoup plus vite. Donc, tout ce travail de simplification, y compris dans des domaines très pointus et très urgents comme la défense, ça reste à faire. Et puis, petite note d'espoir pour terminer, et c'est un peu la thématique de votre prochain livre, c'est que la France a toujours su se relever de situations de crise exceptionnelles. Oui, parce que la France est un pays comparé au reste du monde. Vous avez raison, et la France est un pays très réactif. On l'a vu l'année dernière d'ailleurs avec les Jeux Olympiques et avec le chantier de Notre-Dame, la réouverture du chantier de Notre-Dame. On voit bien que la France, à partir du moment où on donne aux Français un objectif, où on ne les embête pas avec des normes, parce qu'on a fait des lois de simplification pour les Jeux Olympiques, pour Notre-Dame, pour accélérer tout ça, et où on trouve des financements, privés en l'occurrence, pour ces deux événements. Mais la France est un pays qui est meilleur que tous les autres. Et les Français aiment travailler, ils aiment bien faire les choses, ils aiment étonner le monde, il y a une fierté française. Donc on voit parfaitement que c'est possible, que ça peut marcher.
C'est le petit village d'Astérix. Mieux même, mieux. Voilà, merci beaucoup Nicolas, Avec on reste plaisir. avec vous pendant une vingtaine de minutes encore.